Salut Catherine et Pablo, Salut, Salut salut, Pierre, en forme? en grande forme, en été. on attaque la rentrée. Bon, on s'est dit qu'on allait commencer cette nouvelle saison de regard qui démarre aujourd'hui avec ces universités d'été. Alors, on ne va pas faire le tour de toutes les universités, on s'en est parlé, on s'est dit que on allait se concentrer aujourd'hui sur principalement les discours de Jean-Luc Mélenchon et de Fabien Roussel à leurs universités d'été, parce qu'ils sont tous les deux candidats à l'élection présidentielle. On reviendra sans doute peut-être aujourd'hui, sans doute plus tard en tout cas, sur ce qui s'est joué aux universités d'été chez les écologistes et aussi au Parti socialiste. On verra évidemment tout ça. Mais d'abord, aujourd'hui avait lieu la fin de l'université d'été de Jean-Luc Mélenchon. Hier, c'était celle de Fabien Roussel, tous les deux candidats à l'élection présidentielle. Alors évidemment, l'un, c'est sa première candidature à l'élection présidentielle, c'est Fabien Roussel. L'autre, il en est à sa troisième campagne qui démarre, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Chacun a évoqué à sa manière l'idée qu'il ne serait pas le fruit d'une aventure individuelle. Il est loin de tout ça, ils partent dans une aventure collective. Les deux ont brossé les sujets d'actualité, l'Afghanistan, le pass sanitaire, la vaccination, avec des manières différentes d'aborder les sujets. D'ailleurs, on va y revenir. Jean-Luc Mélenchon a beaucoup insisté, évidemment, et ça a été presque le grand message depuis quelques jours, mais surtout pendant ce discours, sur l'enjeu de l'abstention à l'élection présidentielle. Roussel ne dit pas mieux aussi, hein, il le dit différemment, mais il dit grosso modo ne pas vouloir faire de perdre de voix à gauche, mais aller chercher d'autres voix. Finalement, quand vous écoutez les deux, évidemment, on va revenir un à un peut-être sur chacun des deux discours, sur la forme et sur le fond, mais globalement, vous diriez qu'il y a, allez, bon, évidemment, il y a deux styles différents, il y a deux hommes différents, mais c'est deux discours radicalement différents, un peu différents, ou est-ce qu'au contraire, on y voit le ton d'une même famille entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel? Allez, Catherine, à toi. Bah, écoute, je pense qu'il y a des thèmes qui leur sont proches, une façon d'aborder qui montre une communauté de famille. Ça me paraît absolument évident, par exemple, quand ils parlent de l'Afghanistan. Ils ne le disent pas, ils ne le font pas de la même manière, mais enfin, tous les deux insistent sur le fait que la guerre n'est pas une solution et n'est jamais une solution. Bon, Mélenchon précise évidemment que sauf quand il y a un combat à mener contre l'extrême droite, mais enfin ça va sans dire. D'une certaine manière, les deux sont issus de la matrice de l'opposition à la guerre depuis 1914 et à Jean Jaurès, etc., cette référence. Donc on voit bien qu'il y a une matrice commune. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé aussi dans le discours de Jean-Luc Mélenchon et puis les interventions qui l'ont précédé, celle de la présidente de région de la Réunion, également celle de la vice-présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, c'est que l'une était proche du Parti communiste et l'autre a fait référence à Louis Aragon et aux résistants communistes. Et Jean-Luc Mélenchon a parlé également de cette histoire communiste. Enfin, ils ne font pas mystère de leur communauté d'histoire. Voilà. Donc ça, je pense que c'était assez visible. D'ailleurs, même formellement, quand on voyait le discours de Mélenchon, on avait presque l'impression de voir un discours de la fête de l'UMA, avec cette tribune, cette grande scène comme ça, avec un arrière-plan dans la campagne, et puis le bureau politique installé derrière qui vient apporter son appui symbolique à la parole. Donc, bon, moi, je relève qu'il y avait quand même quelque chose de l'histoire, du patrimoine commun, peut-être même l'Union populaire et les jours heureux, qui sont les deux slogans pris par les deux candidats pour leur campagne, renvoient aussi à cette histoire du XXe siècle, des conquêtes populaires. Voilà. Après, peut-être qu'on va y revenir plus dans le Ouais. détail. Moi, j'ai été très frappée par la différence, des différences qui se sont exprimées entre les deux candidats sur quasiment tous les sujets. Ça m'a tout à fait étonnée. Alors, bonne transition pour Pablo. Est-ce que, je te repose la même question que Catherine, mais finalement, est-ce que quand tu écoutes les deux types de discours, sur le contenu notamment, ça justifie deux candidatures? Bah, en fait, moi, je suis assez d'accord avec Catherine. Je pense qu'ils font
ils s'inscrivent dans à peu près la même histoire. Ils ont les mêmes références, ils ont le même corpus idéologique et globalement, l'endroit où ils voudraient emmener la France, c'est à peu de choses près le même. La principale différence que je vois entre les deux discours, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas la même démonstration à faire. La démonstration que voulait faire Fabien Roussel, c'était que sa candidature, la candidature d'un candidat du Parti communiste, était une candidature valable. Il l'a répété plusieurs fois, il a dit « nous voulons gagner, il faut se le mettre dans la tête et voici les raisons pour lesquelles la candidature communiste est légitime. » Jean-Luc Mélenchon, lui, parce qu'il s'est déjà présenté 2 fois à la présidentielle, qu'il a fait près de 20% en 2017, lui, il n'avait pas la même démonstration à faire. Lui, sa démonstration, c'était plutôt de dire regardez, on a le programme de la France Insoumise et le programme de la France Insoumise, c'est le meilleur. Et il faut que tout le monde, enfin, la logique, quasiment le bon sens, voudrait que notre programme, c'est-à-dire ma candidature, soit plébiscitée. Et donc voilà, et donc il a passé 1 heure, tout son discours, à essayer de montrer que ce discours était en parfaite adéquation avec les attentes des Français. Et donc, de ce fait, en fait, parce que ces discours n'avaient pas exactement le même objet, après, s'en est suivi toute une série de différences sur lesquelles on va revenir sur des points particuliers. Mais alors justement, moi j'ai relevé un peu les thèmes que les uns et les autres ont repris. Catherine, tu vas nous dire pourquoi tu penses que sur pratiquement tous les points évoqués, ils sont peut-être pas enfin tu vas nous dire. Mais c'est vrai que quand on regarde les thèmes qui ont été abordés, on voit classiquement chez Fabien Roussel les thèmes du pouvoir d'achat et la question de la jeunesse, la question de l'emploi, du SMIC. Évidemment, et ça c'est lié aux deux, la question de la finance, du monde de la finance et de la question qui rôde autour de la question de l'évasion fiscale, enfin le combat qu'il voudrait mener contre le pouvoir de la finance. Et Jean-Luc Mélenchon, on a l'habitude, mais c'est vrai que là, il est allé sur aussi plein de sujets. Je pense notamment à la question de l'eau, la question de la francophonie, de la langue. Il a fait un grand discours sur la langue française, donc qui n'était pas la propriété de la France, sur la créolisation, sur la francophonie, je l'ai dit, sur l'universalisme. Comment vous analysez tous les deux cette manière d'aborder les sujets de manière différente, mais surtout sur des angles différents et des sujets et des thématiques aussi totalement différentes? Moi, j'ai le sentiment que Fabien Roussel a été, le cœur de son intervention a été sur la question sociale. Elle a été encadrée par 2 ou 3 thèmes qui viennent un peu en périphérie. Il a parlé de l'Afghanistan. J'ai dit tout à l'heure en contestant la question de la guerre. La deuxième chose dont il a parlé assez longuement, et alors qu'il n'en était pas du tout question dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est de la vaccination. Il a fait quand même un long développement sur le fait qu'il faut se vacciner, que quand on est un militant de gauche, on se vaccine et qu'il faut faire une campagne pour la vaccination, alors que Mélenchon a éludé la question. Et enfin, le troisième élément, non, en fait, ça a été un peu présent chez Jean-Luc Mélenchon, il y avait la question de la sécurité qui est revenue chez Fabien Roussel. En étant à 2-3 reprises, il fait des références sur ces enjeux-là. Nous, on est pour les peines planchers, pour les trafiquants fiscaux, sur le cannabis, tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui, prenait tout à fait un autre angle en disant qu'évidemment, il était pour la sécurité comme tout le monde, mais que sa réponse à lui, elle était plus autour d'une police républicaine, et il a même prôné une garde républicaine avec une conscription générale. Donc, on est quand même sur des registres de réponses très différents. Mais la différence fondamentale, c'est que Fabien Roussel a fait un discours sur les thématiques classiques du social. Ses expressions, c'est « je veux être le président du pouvoir d'achat », je veux être protéger le travail des Français, etc. Donc, il est vraiment revenu sur des formules, parfois d'ailleurs un peu maladroites à mon avis, mais très classiques du social. Tandis que Jean-Luc Mélenchon les a abordées, mais dans un discours qui était plus global, en effet, comme tu l'as dit, dans lequel il était beaucoup plus question de la destinée commune. Tandis que Fabien Roussel était très précis sur ce que gagne une secrétaire, une vendeuse chez Carrefour, etc. Donc, on avait un discours presque syndicaliste chez Fabien Roussel, et on avait un discours très ample chez Jean-Luc Mélenchon, et donc les thématiques du social étaient présentes chez les deux, mais de manière
extrêmement différentes dans leur approche. Pablo? Non, moi, juste ce que je voulais rajouter, c'est au-delà de ces différences, enfin, moi, ce qui m'a le plus frappé, en fait, c'est que tous les deux, ils avaient quand même vachement la pêche. Et je le dis voilà, sur un ton, je dis qu'ils avaient la pêche, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même imprégnés, moi, je les sentais vraiment imprégnés de la certitude de leur démonstration, de ce qu'ils disaient, quoi. C'est-à-dire que ils n'ont absolument aucun doute sur le fait que, et ils ont sûrement raison, hein, enfin moi on est tous ici d'ailleurs plutôt dans leur famille politique, hein, aux deux d'ailleurs, mais ils ont aucun doute en fait sur ce qu'ils disent, c'est-à-dire que lorsqu'ils disent je serai le président du pouvoir d'achat ou je lutterai contre la hausse des factures comme a dit Fabien Roussel, il en est persuadé. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon nous parle de la destinée de la France et du peuple français, il en est aussi persuadé. Et ça, je trouve que cette conviction intime, en fait, d'être à un moment de l'histoire, et ils en ont parlé, ils en ont beaucoup parlé, ils se sont inscrits dans cette histoire de la France. Alors Jean-Luc Mélenchon a parlé du mouvement ouvrier, etc. Il se place dans une histoire, en fait, qui, un peu dans une sorte de mécanique, en fait, devrait nécessairement et naturellement, en fait, les porter, si ce n'est au pouvoir, au moins au nu, c'est-à-dire que c'est leur moment, c'est leur moment en fait pour qu'il y ait une espèce d'alignement des planètes, à savoir en fait une liste de contestations à la fois sur la question sociale, sur la question des libertés, une somme de contestations populaires qui devrait faire que naturellement leur candidature devrait être plébiscitée. Et c'est là, moi, en fait, que, à titre personnel, je m'interroge. Parce que je me dis, zut, aujourd'hui, l'un comme l'autre est crédité, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est autour de 10%, pour Fabien Roussel, c'est plutôt autour de 1-2% dans les sondages. Et je me dis, j'ai un peu parfois du mal à comprendre comment ils peuvent être aussi sûrs du caractère naturel de leur programme et de l'évidence de leur programme, et que dans le même temps, en fait, ils ne soient pas déjà au pouvoir et que, par exemple, aucun n'a parlé des élections que nous avons passées. Bon, ils ont un peu parlé des régionales dernières. Jean-Luc Mélenchon a commencé en parlant des régionales, notamment et des régionales qu'il avait gagnées, enfin que les Insoumis dans une coalition avaient gagné, c'est-à-dire sur l'île de la Réunion et en Guyane. Mais sinon, ils n'ont pas parlé en fait du moment politique en fait hyper réactionnaire, hyper à droite en fait qu'on est en train de traverser. Et Jean-Luc Mélenchon notamment est persuadé, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, que les abstentionnistes ce sont des gens qui naturellement devraient voter pour lui. Et il a dit ça va être le cœur de cible de sa campagne. À titre personnel, j'en suis un peu moins sûr. En fait, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Pablo, je pense qu'ils ont en fait abordé cette question l'un et l'autre de manière différente. C'est-à-dire que Fabien Roussel a beaucoup parlé de la gauche. La fin de son discours porte sur la gauche et sur le fait qu'il faut un pacte de gouvernement ou je ne sais pas quoi, un pacte législatif, je ne me rappelle plus l'expression exacte, mais en fait, en gros, c'est un accord avec le Parti socialiste et les écologistes pour, dit-il, donner une majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la perspective d'un gouvernement et d'une direction du pays dans lequel il participe, une nouvelle gauche plurielle d'une certaine manière. Et en tout cas, la question de l'alliance avec le reste de la gauche est extrêmement présente dans le discours de Fabien Roussel. Donc la perspective politique de Fabien Roussel, elle est de contribuer, d'ailleurs il le dit, il faut contribuer à remonter la gauche qui aujourd'hui est très très basse et que tant qu'on fera 20%, mais c'est un peu sous-estimé, la gauche fait un peu plus que 20% dans les sondages, mais en tout cas elle est très très loin de faire 50%. Il dit ce qu'il faut c'est faire remonter la gauche et nous allons apporter notre contribution à ce combat de la gauche. Par contre, le terme ne vient jamais. Il vient qu'une seule fois chez Jean-Luc Mélenchon, il est une seule fois question de la gauche, c'est pour se moquer finalement des tractations qui ont eu lieu au printemps autour de l'idée et l'hypothèse d'un candidat commun. Donc, et c'est assez méprisant, enfin, la manière qu'il a d'en parler. Donc la gauche ne fait pas partie de la perspective que propose Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il dit ce qu'il faut, c'est rassembler le peuple, rassembler en bas. Il n'y a pas de place pour une médiation politique qui n'ouvre pas
de perspective du rassemblement avec les autres forces de gauche. En tout cas, ça ne fait pas partie de son programme. À un moment donné, il dit si nous sommes élus, ça sera tout le programme de l'avenir en commun qui sera appliqué. Donc, mais si je puis me permettre, il dit quand même il le répète d'ailleurs plusieurs fois, que le programme a été écrit à plusieurs mains et qu'il y avait les associations et les syndicats qui étaient partie prenante de la rédaction de ce programme. Tout à fait. Je ne parle pas du contenu du programme. Ce que je veux dire, c'est qu'il dit, voilà, le programme de l'avenir en commun, on l'avait déjà présenté la dernière fois, nous l'avons actualisé, il est un socle solide. Nous, ce qu'on propose, c'est de le soutenir et c'est ce programme-là que nous allons appliquer quand nous serons élus. Donc, le projet de Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas celui d'un élargissement du socle de la gauche, d'un renforcement de la gauche. Sa perspective, son projet politique, il l'a assez répété, sa stratégie, c'est l'union populaire, l'union en bas. Donc, d'une certaine façon, bien que le mot n'ait jamais été prononcé, c'est une stratégie qu'on peut dire populiste si on veut. En tout cas, c'est une stratégie d'alliance du peuple, mais il n'y a pas de médiation par les forces et les formations politiques, et c'est en direct qu'on va rassembler autour de ce programme de l'avenir en commun et à l'occasion de l'élection présidentielle. Je pense que ça fait une très grosse différence et ça leur donne, et ils ont tous les deux, ils sont, comme tu l'as dit, sont très remplis de cette conviction, l'un qu'il faut renforcer la gauche, l'autre qu'on peut obtenir une majorité, puisque, et ils ne cessent de le répéter, alors là pour le coup, tous les dirigeants de la France insoumise que l'on lit dans les journaux ces derniers jours répètent ce sondage qui montre que toutes les mesures phares du programme de la France insoumise, de l'avenir en commun, sont plébiscitées par les Français. Et que donc ils sont convaincus que ce qu'il faut, c'est raccourcir cet écart entre le niveau de soutien des Français à ces mesures et le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Il faut que ça se rapproche et que ça peut donner une majorité à ce programme, puisqu'en fait, il est aujourd'hui plébiscité par les sondages. Et moi, je crois que, enfin, on va peut-être j'anticipe sur la suite, mais pour moi, c'est, à mon avis, là, un petit problème d'analyse. Pas de message particulier, effectivement, à la gauche, d'une manière générale, du côté de Mélenchon. Et quand même, on l'a vu à l'université d'été, cette envie, cette exploitation presque, ou cette mise en scène de sa sympathie, plus que sa sympathie, sa proximité avec Éric Piolle et Sandrine Rousseau. Qu'est-ce que ça signifie, ça, en plein milieu du lancement de cette campagne présidentielle? Parce qu'on peut quand même dire que ce qui s'est joué, c'était même si c'est déjà lancé depuis longtemps, mais bon, c'était quand même le top départ des 8 prochains mois. Pourquoi il a eu besoin de s'afficher avec les écolos de gauche, si on peut les appeler comme ça, Piolle et Rousseau? Je pense qu'il confirme son ancrage dans le monde de l'écologie. Enfin, je veux dire, moi, je pense que et il pense qu'il est le meilleur candidat sur les questions écologiques. Il a été le premier, de fait, à le porter et à faire rentrer. Moi, je pense que Mélenchon a vraiment la paternité de l'écologie dans la gauche politique. Il porte ce thème depuis 2012. Oui, enfin, ce terme ou d'autres, en tout cas, il a porté des thèmes, le thème général de la question écologique comme central dans le discours politique, et ça fait 10 ans que c'est son grand combat. C'est pas le seul, mais c'en est un, et je pense qu'il se sent totalement légitime de les accueillir d'une certaine manière, et je pense qu'il se dit qu'il va peut-être en récolter, en attirer quelques-uns parmi eux, au cas où il ne serait pas désigné par la primaire des écologistes, et quand bien même il serait désigné par la primaire des écologistes, finalement, ce qui s'est produit en 2017 avec le ralliement de Jadot au candidat socialiste pourrait peut-être se reproduire cette fois-ci. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas exactement quel est son calcul, mais en tout cas, il est légitime de les accueillir. Ça me paraît un message simple à comprendre. Oui, juste rebondir sur ce que disait Catherine tout à l'heure en disant oui, il a dit qu'une seule fois le mot gauche, Jean-Luc Mélenchon, et c'était pour se moquer des tractations du printemps dernier sur le candidat commun. Effectivement, il ne dit pas beaucoup le mot gauche, ça ne fait plus partie tellement de son vocabulaire. Pour autant, tout transpire la gauche dans son discours. Et ça, c'est absolument indéniable. Enfin, je veux dire, tous les thèmes qu'il aborde, la façon dont il les aborde, l'histoire dans laquelle il s'inscrit et dont on a parlé tout à l'heure, ce sont des thèmes de gauche. Et du coup, la présence de Sandrine Rousseau… Ce que tu veux dire, c'est qu'il nous refait 2017.
C'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire qu'en fait la question du populisme tel que on l'a beaucoup réfléchi, notamment au début du quinquennat Macron, et qu'on a réfléchi en fait de façon théorique. Je trouve que elle n'a pas tellement de sens. Enfin, ça n'a pas tellement de sens d'en parler aujourd'hui lorsqu'on écoute les insoumis, parce que même s'ils ne le disent pas, qu'ils sont de gauche, leur discours est un discours profondément de gauche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la présence de Sandrine Rousseau et d'Éric Piolle, qui sont les deux candidats de la primaire écologiste le plus engagés en fait dans une direction de gauche, bah, c'est tout naturel en fait qu'ils soient présents sur l'invitation de Jean-Luc Mélenchon, à l'invitation de Alors, Jean-Luc Mélenchon. qu'est-ce qu'il faut y voir derrière ce que Jean-Luc Mélenchon a dévoilé, le nouveau slogan? On va évoquer évidemment celui du Parti communiste français, mais qu'est-ce qu'il faut y voir derrière ce nouveau slogan qui est celui de l'Union populaire? Il a d'ailleurs précisé que c'était une union à la base, tu l'as dit plusieurs fois, Catherine, qu'il ne s'agissait pas d'être en opposition, qu'il s'agissait au contraire de dire avec qui, où, comment et pourquoi faire. Euh, ça, 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 ça veut dire quoi, cet affichage Union populaire? Est-ce que c'est ce que tu dis, Catherine, finalement, l'affirmation d'une volonté populiste, comme le dit d'ailleurs Clémence Guettet, qui l'a assumé dans Libération cette semaine, qui assume que la stratégie est une stratégie populiste? Moi, je pense que c'est une stratégie, je dirais, de conquête. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon pense qu'il peut gagner parce qu'il va mobiliser le peuple. Et que donc, d'où son insistance sur le fait qu'il faut ramener les abstentionnistes au vote, à la participation, et que c'est ça qui peut le faire gagner, que dans le cas contraire, il sera dans les choux. Donc, il a la conviction, la certitude qu'il peut, s'il mobilise l'électorat populaire, l'emporter, et il pense qu'il peut le faire au travers de ces mesures, de ces 10 mesures qu'il a fait tester dans un sondage qui révèle qu'elles sont extrêmement plébiscitées très largement par les Français. Et moi, je crois que là, il y a une question qui est, il y a une espèce d'erreur d'analyse en vérité. Moi, je ne crois pas que les mesures en tant que telles ni feront voter, ni même feront, enfin, qu'elles ne feront pas voter, qu'elles ne feront pas voter pour Jean-Luc Mélenchon de façon automatique. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est bien l'insertion de ces mesures dans un discours de gauche qui peuvent permettre de faire voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout simple, la retraite à 60 ans, il l'a rappelé, c'est 7 Français sur 10 qui soutiennent cette proposition, elle sera portée également par Marine Le Pen. Donc, être pour la retraite à 60 ans ne suffit pas à voter Jean-Luc Mélenchon. Par contre, ce qui va déterminer le fait de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Marine Le Pen, c'est de savoir quel est le niveau de solidarité, de relation aux autres, et l'humanisme que développe le discours de Jean-Luc Mélenchon, celui-là, il est de nature à décider dans quel sens on va voter. C'est-à-dire si on fait appel alors à tous les référents et même les nouveaux référents qu'il a introduits, comme celui de la créolisation, qui est un terme tout à fait nouveau de cette campagne, c'est à ce moment-là que les gens peuvent trouver une autre réponse que la réponse le péniste. Et donc, ce que je crois, c'est que comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon ne se référait pas à la gauche, mais en fait avait bien pris les habits de la gauche, et c'est ça qui l'a fait gagner. Je pense que d'une certaine manière, aujourd'hui encore, ce qui peut faire gagner ou emmener Jean-Luc Mélenchon et faire gagner, je ne sais pas si c'est être président de la République, mais faire ce qu'il a fait la dernière fois, 20%, c'est gagner, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense que si on réussit à retrouver un candidat qui porte ses valeurs à un tel niveau de rassemblement, ça serait extraordinaire, pour la raison qu'a dit Pablo, c'est qu'on est quand même dans un moment de réactionnaire sur de nombreux sujets. On est en ce moment sous la pression des idées de droite et d'extrême droite. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que Mélenchon, d'une certaine manière, comme tu l'as dit, Pablo, il respire la gauche, mais comme s'il voulait s'en défendre, c'est-à-dire un peu comme en 2017, il s'est défendu d'être la gauche alors qu'il a été le candidat de la gauche. D'une certaine manière, il ne gagnera pas parce qu'il a des mesures qui sont plébiscitées, il gagnera parce qu'il remobilisera cette histoire
de la liberté, de l'égalité, de la solidarité, des combats et des luttes qui ont été celles de la gauche depuis la Révolution française. Et c'est le fond de son succès, même s'il s'en défend d'une certaine manière. Jean-Luc Mélenchon a réussi quelque chose qu'il n'analyse pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec l'analyse qu'il fait de son succès. Moi, je pense qu'il gagne parce qu'il incarne, rassemble et modernise ce que c'est que la gauche d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il a raison Est-ce que vous pensez qu'il a raison de revendiquer, comme il l'a fait dans son discours, le socle qui est le sien, c'est-à-dire de rappeler les 7 millions d'électeurs, les mobilisations qui l'ont soutenu par la suite, ou est-ce que vous pensez qu'il fait fausse route sur l'image qui peut être la sienne, un peu écornée par certaines affaires médiatiques encore au début de l'été, ou est-ce qu'il a raison de penser qu'il peut continuer à être, même s'il ne le revendique pas, celui qui peut aller chercher les voix à gauche qui ne se mobilisent pas d'habitude et qui se sont mobilisées en 2017 en faveur de lui et qui ne sont pas des adhérents de la France Insoumise ou ailleurs, qui sont même des socialistes, qui sont des écolos, qui ont voté pour lui. Là, c'est vrai qu'on est quand même plus de 4 ans en fait, après cette élection de 2017 où il a fait plus de 7 millions de voix. Donc, on peut se poser la question de savoir si ces 7 millions d'électeurs, ils existent encore et ils seraient encore capables de voter Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que l'un des principaux obstacles auxquels va devoir faire face Jean-Luc Mélenchon, c'est la relation presque intime en fait que beaucoup de Français et de Françaises ont tissé en fait avec lui. Et d'ailleurs, il en a parlé dans son discours en parlant. Alors, il l'a moqué en disant oui, tout le monde a un avis sur Jean-Luc Mélenchon. Les bourgeois se disent ah oui, il est trop excessif ou il parle trop fort, etc. Mais il s'avère qu'en fait, ça c'est une vérité. C'est-à-dire que tout le monde a un avis, mais au plus profond de lui-même, sur Jean-Luc Mélenchon, presque comme si c'était peut-être pas une personne de la famille, mais un ami lointain ou je ne sais quoi. Et cette relation intime que les Français n'avaient pas en 2017, aujourd'hui, je pense que ça va être un obstacle. Mais j'aimerais juste revenir sur ce que disait Catherine, ta question sur l'Union populaire, son nouveau slogan. Moi, je pense qu'il est un peu bloqué aussi, Jean-Luc Mélenchon. Il est obligé, en fait, de dire, moi, je me place dans une optique de faire un trait d'union, qu'il y ait un trait d'union entre le peuple et moi. Et de plus passer par cette médiation, ce que tu appelles médiation, Catherine, de la gauche. Parce que le problème, c'est que la gauche, c'est un espèce de totem que beaucoup de gens agitent à gauche. Ils disent moi je suis de gauche, moi je suis de gauche, moi je suis de gauche, le Parti communiste est de gauche, le Parti socialiste est de gauche, les écologistes sont de gauche, Emmanuel Macron aussi, on a encore des ministres qui disent on est de gauche. Et tous ces gens-là, il y en a une bonne partie qui passe son temps en fait à taper sur Jean-Luc Mélenchon, mais il tire à vue. Et donc en fait c'est un peu compliqué en fait de se dire d'être Jean-Luc Mélenchon, et si je me mets dans la tête de Jean-Luc Mélenchon 2 secondes, je me dis je vais dire que je suis de gauche, et en même temps tous les gens qui sont censés être dans mon périmètre politique passent la moitié de leur temps, la moitié de leurs interviews à me lancer des pics. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, l'alternative, ou plutôt la voie de biais, en fait, c'est de dire je vais me placer en relation directe avec le peuple. Après, savoir si c'est gagnant, c'est une autre question. Est-ce que Fabien Roussel peut être une véritable épine dans le pied de Jean-Luc Mélenchon ? Je peux dire un mot là sur ce qu'il vient de dire, parce que moi je pense que le propos n'est pas que Jean-Luc Mélenchon se dise je suis de gauche, je parle de la gauche, etc. Ce que je veux dire, c'est juste la question de comprendre ce que l'on fait, et ça a des conséquences parce que ce qui s'est passé ces 4 années, à mon avis, depuis 2017, ce qui me paraît avoir été une gestion extrêmement chaotique de l'excellent résultat de 2017, mais qui, à mon avis, n'a pas été interprété le soir même de l'élection, n'a pas été bien interprété, et après, ils ont pensé qu'ils avaient fait une campagne. Raquel Garrido est venue l'expliquer à Regard de façon très très claire, qu'ils ont fait une campagne populiste et qu'ils n'avaient rien à voir avec la gauche, et que d'ailleurs ils pouvaient de ce fait tirer la langue à tout ce qui était la gauche. Et quand je dis tout, je ne parle pas des partis politiques, je ne parle pas des leaders politiques, je parle des journaux, je parle des intellectuels, je parle des associations, je parle de tous les militants qui ont une histoire avec la gauche. Ils ont pensé que ce n'était pas
qu'ils n'étaient pas eux. Or, aujourd'hui, je pense que ce sont les gens de gauche qui voteront Jean-Luc Mélenchon. Si l'on n'est pas de gauche, on ne vote pas Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas possible. Jean-Luc Mélenchon est clairement identifié à gauche, voire à la gauche de la gauche. Et donc, ce que je pense, c'est que c'est une question de comprendre ce que l'on fait pour le réussir, mais aussi pour réussir la suite, pour comprendre ce qu'on va faire après, pour gérer le succès ou l'insuccès, j'espère le succès, mais c'est pas que je pense que Jean-Luc Mélenchon doit passer son temps à répéter qu'il est de gauche et à ressortir tous les gris-gris de la gauche, absolument pas. Mais aujourd'hui, c'est la question de l'analyse, et dans ce défaut d'analyse, à mon avis, c'est que Jean-Luc Mélenchon répète et fait répéter par tous ceux qui le soutiennent et l'encadrent, c'est que c'est la question du programme et des propositions. Or, je crois que ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le programme qui va faire gagner Jean-Luc Mélenchon. Ce qui peut faire gagner Jean-Luc Mélenchon, et encore une fois, entendons-nous sur le mot gagner, ce n'est pas simplement être président de la République que de gagner, c'est de faire un très bon résultat. Ce qui peut produire un très bon résultat, c'est de mobiliser les ressources qui sont en chacun de nous, c'est-à-dire celle de se sentir faire partie de cette humanité, dans ses solidarités, de ses combats pour l'égalité et la liberté. Et je crois que ça, c'est pas assez présent dans l'analyse et dans les discours de tous ceux qui sont en train de mettre en place la campagne. Tu disais, Catherine, tout à l'heure, enfin au tout début de notre échange, que finalement, tu avais fait le constat qu'il y avait beaucoup de sujets qui avaient été abordés sur lesquels tu avais senti des désaccords entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Effectivement, on l'a vu, le début de campagne de Fabien Roussel sur sur les questions régaliennes, sur les questions de la police notamment, a été une volonté de sa part, sans doute, de se démarquer de Jean-Luc Mélenchon. On le voit aussi sur la question du pass sanitaire, pas du pass de la gauche, de la vaccination. Il y a cette volonté de se distinguer. Est-ce que ça va être ça la campagne du coup de Fabien Roussel? Est-ce que tu as le sentiment qu'il va vouloir jouer contre Mélenchon pour montrer qu'il est plus crédible, plus souple à discuter avec les uns et les autres, moins sectaire? Est-ce que tout ça, et quelles vont être les conséquences à moyen terme? Est-ce que ça peut est-ce qu'il peut être une épine dans le pied, Jean-Luc Mélenchon? moi, je ne crois pas que Fabien Roussel se détermine par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas l'analyse que je fais. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il va à la manif des flics pour faire chier Jean-Luc Mélenchon, pour parler grossièrement. Il va à cette manifestation parce qu'il pense que son électorat populaire a envie que le Parti communiste soutienne la police. Ce que je crois absolument faux. Je pense que l'électorat qui est l'électorat syndicaliste, ou les jeunes des banlieues, ou les habitants des banlieues, en ont comme ça de cette police qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas sous contrôle politique et républicain. Je pense qu'il fait une erreur d'analyse, mais il ne le fait pas pour embêter Jean-Luc Mélenchon. Je pense que quand il fait sa campagne, quand il fait ses prises de position en faveur du vaccin, il se réfère, il dit « nous avons toujours été pour la science, nous avons toujours été pour le progrès », ce qui est tout à fait exact, et ce sont des termes qui sont assez classiques du discours communiste. Je pense que vraiment, on voit un Fabien Roussel qui reprend une tradition communiste. Moi, j'ai noté des petites choses anecdotiques, mais c'est vrai que le discours de Jean-Luc Mélenchon se termine par une Marseillaise assez modernisée, tandis que celui de Jean-Luc Mélenchon, de Fabien Roussel, se termine par l'international. Et il fait, j'ai trouvé ça assez étonnant, Fabien Roussel fait ovationner Olivier Marchais, qui est une personne qui va prendre une place dans la campagne en tant qu'organisateur des événements. Enfin, ce n'est pas le rôle central. Et il fait ovationner Olivier Marchais parce qu'il s'appelle Olivier Marchais. C'est-à-dire qu'il réveille, il veut rappeler aux militants les grandes heures du Parti communiste, où le Parti communiste faisait 15%. Et c'est ça qu'il veut leur dire. Donc, je pense que Fabien Roussel cherche à remobiliser les fondamentaux du communisme des années 50, 60, 70, 80, et il le fait, par exemple, en parlant du social d'une manière extrêmement classique, c'est-à-dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous serons le candidat du pouvoir d'achat. Il nous reste 4 minutes tous les deux. Dernière question. Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas fait la démonstration tous les deux qu'ils étaient deux offres, même si on n'aime pas le terme, mais deux candidats légitimes avec deux offres, deux stratégies et deux offres politiques différentes? Okay, moi, je crois
Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ils sont tout à fait légitimes l'un comme l'autre. Et juste pour rebondir avec ce que disait Catherine, moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je pense qu'il y a aussi une question une question tactique en fait qui agite aussi la façon dont s'élaborent les discours et qu'en fait lorsque un candidat va occuper entre guillemets un créneau parce que précisément il y a aussi des réflexions au sein des partis en termes d'offres et donc si on réfléchit en termes d'offres politiques, ce qui est absolument terrible, eh ben, on est obligé de se positionner dans le créneau qui n'est pas déjà occupé par un autre candidat. Et que du coup, si le candidat dit que la police, ça va pas, bah, nous, on va se positionner dans le... On va dire qu'on est le candidat de la police, bah, en fait, ça va, il y a une police républicaine. Et je pense que, je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de la réflexion politique aujourd'hui de ces partis se fait sur cette base-là, mais je dis que il y a aussi ça, il faut aussi lire comme ça les prises de position des uns ou des autres. Moi, je trouve qu'ils sont cohérents globalement. Je trouve que l'évolution du discours de Jean-Luc Mélenchon avec son insistance sur la créolisation, quand il dit qu'il n'est plus un universaliste abstrait, qu'il insiste sur le fait que la police, elle s'attaque quand même aux gens de couleur et que c'est ça qui ne va pas du tout, etc. Je trouve qu'il est dans une cohérence qui n'a pas toujours été la sienne, et d'ailleurs il le dit d'une certaine manière, hein, quand il revient sur l'évolution de son engagement universaliste, il dit l'évolution de son engagement et il est cohérent. Tandis que Fabien Roussel a une autre cohérence, qui est une cohérence, je dirais, plus classique que l'on trouve d'ailleurs autour d'un certain nombre de thèses type Guillouis et compagnie, c'est-à-dire d'une classe ouvrière blanche qui aurait été délaissée et qui voudrait qu'on revienne à des valeurs d'ordre, etc. Donc je pense que les deux discours ne sont pas sous-tendu par une opposition à celui qui est en face, mais ils construisent, moi je pense qu'ils construisent des cohérences alternatives l'un et l'autre, et ce qui est assez étrange, c'est de les trouver comme ça, hein, parce que le PC n'était pas du tout sur cette ligne-là il y a 10 ans, et aujourd'hui, ouf, on le trouve là, et tandis que Jean-Luc Mélenchon, ouf, il a fait le chemin dans l'autre sens. Mais ce sont des cohérences qui me semblent se tisser et que l'on retrouve à propos de plusieurs sujets dans l'actualité. Merci à tous les deux. On reviendra évidemment sur les écologistes dans la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, on reçoit Sandrine Rousseau, notamment dans la midinale. Et on reviendra sur le Parti socialiste aussi, qui doit désigner sa candidate très bientôt. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci, salut.